propose, on va commencer la réunion. Il est 6h30, donc on peut y aller. D'autres personnes vont, je pense, arriver. J'admets en même temps, hein, là, je peux encore le faire. Merci, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, je vais me mettre... Je vais me mettre en grande image. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je vois que tout le monde arrive petit à petit. Donc, merci de venir avec nous ce soir écouter cette conférence de Michel Tubiana sur les libertés publiques à l'épreuve des crises. Et actuellement, nous vivons une expérience tout à fait unique. Donc, bienvenue au Cercle Condorcet pour ceux qui n'y viennent pas régulièrement, mais aux autres aussi, bien évidemment. La situation actuelle nous oblige bien naturellement à nous voir uniquement à travers des écrans et à nous entendre à travers des haut-parleurs parfois un petit peu hésitants. Nous espérons un jour prochain, peut-être en juin, espérons, revenir à des réunions où la présence est possible et la vidéo continuera parce que finalement, ça permet d'inviter, d'accueillir des personnes qui sont un peu éloignées. Donc, ce n'est pas un mal en soi. Nous espérons pouvoir revenir à ce type de réunion. Par ailleurs, je peux vous dire que nous allons essayer d'ici l'été d'avoir à peu près 2 réunions, conférences en visio par mois. Nous avons eu la semaine dernière une réunion avec Philippe Aguillon, économiste, professeur au Collège de France, sur la destruction créative, et son pouvoir. Aujourd'hui, donc, Michel Tubiana. Le mois prochain, nous aurons le 4 mai Dominique Rousseau qui interviendra sur la nécessité du droit et de la loi en période de crise. Donc ce sera le 4 mai. Le 19 mai, nous aurons Louis Gallois, qui se trouve en plus être un de nos membres fondateurs que vous connaissez tous, qui viendra discuter avec nous de l'intérêt d'une croissance, mais peut-être différente, pour à la fois permettre à l'économie de revivre, mais aussi avec la perspective de réduire les inégalités qui se sont accrues à l'occasion de cette crise sanitaire. Donc je vous permets de vous annoncer ces prochaines conférences en attendant que d'autres arrivent. Au mois de juin, nous aurons d'une part une conférence plénière sur la commune au présent, avec Ludivine Bantini, qui a écrit, une historienne qui a écrit un livre assez intéressant sur cette histoire au présent. Et puis nous aurons aussi Catherine Vitol de Vanden, qui est déjà intervenue dans le cercle il y a quelques années, qui nous reparlera de la question des migrations, qui reste une question essentielle dans le monde, mais en particulier en Europe et en France, bien évidemment, et qui, à l'occasion de toutes les élections que nous vivons, est un des thèmes de crispation, voire de débat politique sans fin et souvent sans raison. Voilà. Donc, je laisse peut-être la parole à... Alors, Jean-Michel me dit qu'elle a un très mauvais son. Il me dit, bon, j'espère que... Non, enfin, ça va pour moi, ça va pour d'autres. Bon. Espérons que ce soit réglable du côté de Jean-Michel. Je suppose
suppose que c'est possible. Je l'espère en tout cas. Je ne peux rien faire d'ici. Non, ça va. Je laisse la parole à Michel Cabirol qui va introduire la séance d'aujourd'hui et présenter Michel Tubiana, que beaucoup connaissent bien évidemment, mais qu'il est quand même utile de présenter. À toi, Michel. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette plénière sur les libertés publiques à l'épreuve des crises. Donc, depuis une vingtaine d'années, notamment avec le début de ce qui a été appelé la vague de terrorisme, donc liée aux attentats du 11 septembre 2001, on a assisté dans le monde, dans divers pays, à des mesures d'exception, à de fortes réductions des libertés. Je crois que le meilleur exemple, c'est effectivement celui des États-Unis, où effectivement le Patriot Act fait en sorte que quelqu'un peut être quasiment détenu indéfiniment, sans recours et sans pouvoir se défendre. En France, nous vivons des périodes qui sont certes moins difficiles, mais nous avons eu les sujets au niveau des caricatures et du sujet de la liberté d'expression. Et je me souviens à ce propos d'ailleurs que Jean-Michel Ducomte nous avait fait une ou deux interventions qui étaient extrêmement lumineuses et intéressantes sur cela, même si il ne faut pas non plus, comment dirais-je, oublier la liberté de conscience par rapport à la liberté d'expression. Cela a continué avec les attentats du Bataclan et les autres attentats où nous avons eu l'épisode de la déchéance de nationalité. Et maintenant, avec la crise du Covid, nous avons de nouvelles restrictions de liberté. Alors, ce n'est pas tellement le problème des restrictions de liberté, parce que dans certaines crises, il peut y avoir restriction des libertés, mais c'est plutôt la réversibilité de ces mesures, le fait que certaines mesures passent dans le droit commun et que effectivement nous avons à ce moment-là des restrictions de liberté qui deviennent pérennes. Il y a le fait aussi qu'on passe de plus en plus sur des juridictions administratives au lieu d'avoir le pouvoir judiciaire classique qui est indépendant des autres pouvoirs. Et en plus, nous avons, via les réseaux sociaux, éventuellement comment dirais-je, le fait que des opinions se forment ou des groupes se forment et qui se renforcent les uns les autres. Et en fait, je dirais d'une phrase, c'est on transforme le peuple en foule. Et la foule, ça ne réfléchit pas beaucoup. Et dernier point sur les risques, c'est effectivement avec la transition écologique, nous risquons d'avoir aussi une période où il va falloir imposer un certain nombre de changements. Comment ces changements pourront-ils être mis en œuvre de façon démocratique? C'est un des grands défis des années qui viennent. C'est pour ça que beaucoup de cercles Condorcet ont réfléchi de leur côté et se sont interrogés sur l'évolution des libertés publiques, sur l'évolution de la démocratie, parce que les libertés publiques sont très liées à la démocratie, à l'éducation des gens qui permettra effectivement de prendre du recul par rapport à un certain nombre de choses ou d'avoir de l'influence par rapport à certaines de ces restrictions. C'est donc un sujet important qui est grave. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir Michel Tubiana. Bon, je le présenterai en 10 secondes parce que beaucoup le connaissent et ce qu'il a fait suffit. Donc, c'est un avocat et il a été président de la Ligue des droits de l'homme au niveau français. Il a eu aussi des responsabilités au niveau de la Fédération nationale des droits de l'homme. Donc, cela fait de lui quelqu'un de particulièrement qualifié pour traiter ce sujet. Donc, je vous laisse la parole pour nous éclairer sur ces divers points. Bien, écoutez, merci de m'accueillir. J'étais en train de me dire en vous écoutant que c'est même pas 3 heures que je pourrais prendre. C'est presque une encyclopédie. Si en plus je dois revisiter l'état du monde au travers des libertés, c'est effectivement un vaste domaine. Alors, n'ayez crainte, je ne vais pas chercher à livrer un constat exhaustif des différents processus, des différentes réformes. Je vais d'abord essayer de borner de manière temporelle mon propos. Toute chose convenue,
je vais partir de 1981. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en tout cas en France, c'est à la fois le début et une fin. Le début d'un processus sécuritaire, car vous vous en souvenez peut-être, c'est la date à laquelle Perfit fait adopter une loi qui s'appelle Sécurité-Liberté, qui déchaîne les passions et qui aujourd'hui, lorsqu'on regarde les mesures qu'elle mettait en œuvre, serait regardée comme du miel par rapport aux lois qui sont passées depuis. 1981, c'est aussi une autre césure, celle d'un bouleversement de l'ordre juridique français par l'arrivée de la gauche au pouvoir, le refus de la peine de mort, la suppression de la Cour de sûreté de l'État, la suppression de la loi anti-casseurs, un rajeunissement du code pénal, du divorce, etc. Donc un ensemble de mesures qui, au contraire, vont renforcer les libertés. Malheureusement, cet élan de 1981 va être très vite interrompu en 1986 par l'adoption de la première loi en démocratie, je dirais au niveau mondial, qui concerne le terrorisme, dans une démocratie proprement dite. C'est la création de la section antiterroriste du parquet, de la section spéciale de lutte contre le terrorisme au sein de la cour d'assises spéciale et sans juré. Vous observerez que la France, pays exceptionnel, a aussi une justice exceptionnelle, puisqu'elle est restée sans justice aux procédures d'exception 5 ans. 1981, abolition de la Cour de sûreté de l'État. 1986, adoption de la législation anti-terroriste. Alors, depuis, beaucoup d'eau est passée sous les ponts. On est parfois revenu sur certaines catastrophes, mais malheureusement, le bilan est globalement négatif et caractérisé par une inflation législative assez, quand on regarde en arrière, totalement démesurée. Quelques appréciations. Entre 1994 et aujourd'hui, il est intervenu 14 réformes des pouvoirs de la police. 14. Soit des pouvoirs, soit des protections accordées aux policiers, et le tout, bien évidemment, dans un sens de renforcement des pouvoirs de police. 25 réformes au moins sont intervenues pour renforcer les pouvoirs du parquet. C'est vous dire si sur la durée, nous nous trouvons en présence d'un fleuve de mesures qui vont renforcer les pouvoirs de l'exécutif. Je ne vais pas aborder la totalité de ces réformes. Je serai extrêmement ennuyeux. Moi-même, j'arriverai à m'y perdre. Et en plus, ça ne me permet pas de dégager, je dirais, l'essence des choses. Je vais donc me borner à évoquer quelques grands axes qui font synthèse du sens de ces réformes et qui valent constat de la situation aujourd'hui. Le premier axe et le premier constat, c'est que toutes ces réformes conduisent à une augmentation exponentielle des pouvoirs de l'exécutif. Certes, ces pouvoirs sont déterminés par la loi, et la loi est votée par le Parlement. Je reviendrai plus tard sur cette question de la formation de la loi au sein de la Ve République, dont je vous rappelle que la loi est devenue l'exception dans la Constitution. L'article 34 de la Constitution délimite les domaines de la loi et laisse le reste à l'administration, c'est-à-dire que l'administration a le tout et que la loi ne trouve à s'appliquer que dans les domaines limités par l'article 34 de la Constitution. Mais il n'empêche que toutes ces lois vont vers un accroissement
considérable des pouvoirs de l'exécutif. J'en prends un exemple. Quand j'ai fait mes études de droit, c'est-à-dire après 68 et dans les années 70, ça commence à remonter, nous avions un code pénal et un code de procédure pénale. Comme dans toute démocratie, la liberté est la règle et les atteintes à la liberté sont l'exception. Donc, on ne fait pas un code des libertés, puisque c'est la règle, mais on fait un code de procédure pénale qui exprime les exceptions par lesquelles on peut déroger, les conditions dans lesquelles on peut déroger à l'exercice de ces libertés. L'étudiant d'aujourd'hui doit gérer, en plus du code pénal et du code de procédure pénale, un code de la sécurité intérieure. Chose tout à fait nouvelle, qui définit les pouvoirs de police antérieurement à l'intervention du judiciaire. Jusqu'ici, ce qu'on appelait donc la police administrative avait un champ d'activité très restreint, alors qu'aujourd'hui, cette police administrative, pour entendre cela comme un concept, hein, il n'y a pas un corps de police administrative, conduit en réalité à une limitation des libertés, par exemple sur le droit de manifester, par exemple sur les conditions d'exercice d'un certain nombre de métiers. Je pense aux secteurs sensibles comme le transport ou autres, qui ont été codifiés. C'est dire, je vois une main qui se lève, c'est une erreur ou c'est une volonté? Non, je pense que c'est une erreur. Et qui donc aboutit à une fonction et à une dimension préventive au point de parfois chevaucher le code pénal. Ainsi avons-nous le bonheur de disposer de deux définitions de la légitime défense pour les policiers, une dans le code pénal et une dans le code de la sécurité intérieure, propre au propre de l'ordre. Après, nous nous trouvons face à des mesures qui sont caractérisées par une intrusion. Je parle au niveau là, judiciaire, qui viendrait au niveau antérieur, par une intrusion extrêmement puissante en termes d'écoute téléphonique, de micros déposés chez vous, de traceurs déposés dans la voiture, de micros déposés dans la voiture, etc., etc. Toutes choses que nous ignorions auparavant, sauf les écoutes téléphoniques, mais qui sont devenues possibles, et qui sont devenues possibles dans des conditions qui supportent mal le contrôle du juge. Le parquet couvre des pouvoirs d'enquête. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est moins de 6% des affaires qui sont déférées devant un juge d'instruction. Moins de 6% du contentieux pénal. C'est vous dire si les pouvoirs du parquet, qui a le contrôle de la police, le contrôle et l'organisation des poursuites, c'est considérablement accru, tant qualitativement que quantitativement. Or, et ça vaudra pour la suite de mon propos, je vous demande de vous rappeler que le parquet n'est pas considéré comme une autorité judiciaire par la Cour européenne des droits de l'homme. Le Conseil constitutionnel français les considère comme étant une autorité judiciaire. La Cour européenne des droits de l'homme ne les considère pas comme étant une autorité judiciaire. Et en tout état de cause, ils sont soumis hiérarchiquement au gouvernement, avec un statut que l'on promet de modifier de gouvernement en gouvernement, de président de la République en président de la République. Je crois que la première initiative présidentielle de réforme, très vite abandonnée, puis celle de Chirac lorsque Jospin était Premier ministre. Depuis, nous avons entendu, peut-être pas d'ailleurs de Sarkozy, l'honnêteté commande de le dire, un projet de réforme du statut du parquet, mais nous attendons qu'il soit un jour mis en œuvre et lui confère l'indépendance qui serait propre à faire de lui une autorité
judiciaire. Cette augmentation exponentielle des pouvoirs de l'exécutif au niveau judiciaire a aussi un corollaire antérieur qui est cette intervention avant l'instance judiciaire. Alors là, la définition que donnait M. Sarkozy de la prévention trouve tout son sens. C'est-à-dire réprimer, pour Nicolas Sarkozy, la prévention, c'était de réprimer avant. Et là, nous rentrons donc dans d'abord dans les mécanismes de surveillance, et de surveillance qui sont devenus généralisés. Le choix fait par le gouvernement, les gouvernements, puisque c'est une mesure qui trouve sa source chez Nicolas Sarkozy et qui a été reconduite par Bernard Cazeneuve dans la loi de surveillance généralisée, pose comme principe une surveillance enfilée. C'est-à-dire pas une surveillance ciblée à partir de tel événement, de telle personne, de tel soupçon. Mais je lance les filets. C'est par exemple la technique de l'Easy Catcher. Vous savez, cet appareil qui recueille en masse dans un secteur géographique donné les métadonnées, ce qu'on appelle les métadonnées, de telle manière qu'on va peut-être pouvoir trouver dans ce filet, dans ce qu'on aura ramené, un peu comme un filet à la pêche, eh bien ce que l'on souhaite pouvoir y trouver, ou devoir y trouver en matière, pas simplement de terrorisme, mais de trafic en drogue, etc. La problématique de cela, c'est que cette surveillance s'exerce maintenant avant, continue à s'exercer pendant, et nous trouvons des dispositions légales qui font qu'elle s'exercera après. Avant, pendant et après, c'est bien évidemment l'instance judiciaire, c'est les lois de rétention, c'est les lois, le fichier antiterroriste qui permet et qui oblige à des personnes condamnées, y compris hors de tout acte, c'est-à-dire je pense par exemple à l'ivrogne de service qui crie vive Oussama Ben Laden parce qu'il est aviné ce soir-là, et qui va donc être condamné, et ce n'est pas un cas de figure, c'est une réalité, qui va être condamné pour apologie du terrorisme, et donc se retrouver fiché dans le fichier antiterroriste qui l'obligera à signifier ses changements d'adresse, etc., aux forces de l'ordre. Il y a une continuité de surveillance qui se trouve, et c'est un élément de réflexion que je n'aurai pas le temps d'aborder, mais qui est en même temps essentiel, qui se trouve bien évidemment considérablement accru et facilité par le recours à des techniques d'identification, pas simplement les caméras vidéo, mais les logiciels de reconnaissance faciale, etc., avec une réflexion que nous devons avoir, me semble-t-il, et que le gouvernement n'a pas, que les gouvernements n'ont pas sur les effets pervers de cela. À cela s'ajoute le fichage. Nous en sommes, je crois, à 180 fichiers en France, de polices diverses ou autres, et le Conseil d'État, malgré un recours de la Ligue des droits de l'homme et de plusieurs organisations, vient de valider un fichier qui, partiellement, mais en réalité quasi totalement, un fichier de la gendarmerie qui inclura les opinions politiques, religieuses, syndicales, des personnes qui y figureront. À cela s'ajoute un troisième constat, qui est celui d'un dessaisissement progressif mais constant des organes de contrôle normalement prévus par la Constitution des libertés et de protection de
qui est l'appareil judiciaire. Celui-ci est de plus en plus dessaisi au profit de l'ordre administratif. Alors, je vais là-dessus, pardonnez-moi si cela peut paraître pédant et peut-être ennuyeux, vous rappeler quelques éléments de compréhension. Vous savez que nous sommes un des pays, ce n'est pas la majorité des pays dans le monde, qui sont accumulés de deux ordres de juridiction. L'ordre judiciaire, les tribunaux, les juges, le pénal, le civil, le divorce, etc. et l'administratif. L'administratif qui, initialement, était fait pour résoudre les conflits entre l'État et les citoyens. On s'aperçoit, alors, je ne suis pas là en train de plaider pour un corporatisme quelconque de l'un ou de l'autre. À l'arrêt de réhabilitation de Dreyfus par la Cour de cassation, qui est un modèle de décision judiciaire, correspond à un arrêt Canal par le Conseil d'État qui empêche la Haute Cour de justice de fonctionner et de renvoyer des gens à la fusillade du temps de l'Ouest sans recours devant la Cour de cassation, à la jurisprudence du Conseil d'État qui délibère sans se poser une seconde la question de la légitimité de cette délibération sur l'application du statut des Juifs par Pétain, qui fait une jurisprudence abondante, notamment commentée, et ça lui a coûté son siège au Conseil constitutionnel à l'époque par Maurice Duverger, dans les années 40, il était étudiant, correspond à la Cour de cassation des décisions peu glorieuses où le fait que on n'ait trouvé qu'un seul magistrat pour ne pas prêter serment à Pétain, pour reprendre des périodes concomitantes. C'est pour vous dire, je ne suis pas en train de dire l'un et l'autre est mal. Et en ce domaine, chacun a ses cadavres dans son placard et ses points positifs. Il n'empêche qu'il y a quelque chose qui fonde la différence. C'est que le juge judiciaire fonctionne avec comme référent la loi, les libertés, et applique le droit. De manière ontologique, le Conseil d'État est là pour savoir jusqu'où l'État peut aller trop loin. Et on n'est pas du tout dans la même démarche. Le Conseil d'État peut et fait référence à un certain nombre de principes, mais les soumet à une dialectique du rapport avec l'État qui s'est trouvée exprimée dans la théorie dite des actes de gouvernement, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il a considéré qu'un certain nombre de décisions du gouvernement étaient purement régaliennes et échappaient à sa juridiction. Ce domaine est devenu totalement résiduel. Il n'empêche, il vient de l'appliquer il y a à peu près un an à propos de la décision du gouvernement français de ne pas rapatrier des enfants actuellement dans les conditions de détention sordides que vous connaissez en Irak et dans cette région. Il y a donc là-dessus un vrai problème de dessaisissement de l'appareil judiciaire au profit des juridictions administratives qui, loin d'être cantonnées au contrôle des rapports entre l'État et les citoyens, s'est arrogé et bénéficie d'un certain nombre de pouvoirs qui touchent aux libertés mêmes. Ce n'est pas devant le juge judiciaire que je vais contester la décision du préfet allemand pour interdire une manifestation. C'est devant les juridictions administratives. Ce n'est pas devant le juge judiciaire que je vais contester les décrets qui instituent le fichage des opinions politiques que j'évoquais tout à l'heure. C'est devant le Conseil d'État. Et on voit à partir de là que la jurisprudence qui se dégage est une jurisprudence qui n'est pas faite au regard de ce que la liberté devrait exiger ou entraîner, mais au regard de ce qui est nécessaire, raisonnablement nécessaire pour l'État. Et dès lors que l'on rentre
dans cette idée de proportion, de raisonnable, de ce qui est raisonnable ou pas raisonnable, vous percevez bien que la question des principes est en arrière-plan, passe en arrière-plan, et qu'au contraire, on laisse aux juges de grande latitude pour entériner ce que l'État a toujours fait, quels que soient les régimes, quels que soient les gouvernements, c'est-à-dire s'attribuer le plus de pouvoir possible. Le quatrième et dernier élément non pas de mon propos, mais des grands axes, c'est la conséquence un peu, ou l'origine, la poule dans le domaine, c'est-à-dire une absence de contre-pouvoir effectif. La justice judiciaire est non seulement dépossédée de ses pouvoirs, mais elle est dépossédée de ses possibilités d'agir par une situation qui, quoi qu'en dise l'actuel garde des Sceaux, fait de nous le 27e pays du Conseil de l'Europe en matière de budget judiciaire. Tout est dit, et sur ce terrain-là, je ne dirais pas au-delà. Mais c'est vrai aussi du Conseil d'État, qui a des problèmes de moyens, et dont il faut quand même s'interroger sur l'impartialité. Le Conseil d'État est un organisme très curieux. D'abord, à 25%, sa composition, 25% de ses membres sont à la signature du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement a la possibilité de nommer 25% des membres du Conseil d'État à sa signature. Et c'est un grand lieu où vont se réfugier ceux qui ont perdu des élections, indépendamment de leurs compétences. Et tous les gouvernements ont eu recours. J'ai en tête quelques noms, mais je n'aurai pas la cruauté de les citer, dont la compétence en matière de droit administratif, droit des collectivités, etc., me paraît voisiner le néant, et qui siège au Conseil d'État après avoir perdu une élection. C'est probablement une des seules institutions où, au fond, avoir perdu une élection vaut examen d'entrée dans cette institution. C'est un peu paradoxal, mais il faut en prendre acte. Il n'empêche que ça pose un sérieux problème d'indépendance. Alors, certes, le Conseil d'État vous explique qu'il y a deux secteurs au Conseil d'État, le secteur des études et le secteur du contentieux. Alors, le secteur des études, c'est, vous savez, ce fameux avis du Conseil d'État qui précède les projets de loi présentés par le gouvernement. Et le contentieux, c'est le Conseil d'État, donc contentieux, quand quelque chose oppose un citoyen à l'État ou à l'administration. Sauf que pour être allé au Conseil d'État, ce qui est rien d'extraordinaire, y compris dans les bureaux des conseillers d'État, je ne suis pas arrivé à distinguer pas l'épaisseur, mais la cloison qui sépare le bureau des uns et des autres. Pas plus que je ne suis arrivé à distinguer des carrières qui permettraient de distinguer les deux fonctions. Donc on passe indifféremment de la section des études à la section du contentieux. La consanguinité entre les deux domaines me paraît poser un sérieux problème en termes d'impartialité de cette institution. Je dirais presque d'ailleurs qu'elles ne s'en sont pas si mal que ça, compte tenu d'une définition légale qui est extrêmement critiquable. J'attends avec impatience qu'un jour cette question soit soulevée au regard de la Cour européenne des droits de l'homme et ce qu'elle dira sur l'indépendance du Conseil d'État. C'est encore pire avec le Conseil constitutionnel. Alors là, nous sommes dans le domaine des nominations partisanes. Ce n'est pas la réforme instituée par Sarkozy qui permettrait au Parlement de refuser à une majorité qualifiée telle ou telle nomination qui changera grand-chose, bien évidemment. Et nous trouvons donc, je voudrais vous faire peser, que dans l'actuel Conseil constitutionnel, nous avons quand même 3 anciens premiers ministres. Et je vous garantis que le fait que la couleur de ces premiers ministres
ne soit pas la même. Il y a une droite et deux ex-premiers ministres de gauche, n'enlève rien à la question des réflexes que peuvent avoir ces personnes au regard de leur pratique de Premier ministre. En réalité, le Conseil constitutionnel, auquel les révérences est faite, mérite plus le nom d'une juridiction ad hoc que d'une Cour suprême comparable à celle des États-Unis ou à la Cour constitutionnelle allemande. Et si la réforme de la QPC, qui a permis la question préjudicielle de constitutionnalité, est une excellente réforme, et qu'elle nous permet d'avoir accès au Conseil constitutionnel, il faut observer que pour une décision retentissante comme celle sur la fraternité, qui, au demeurant, n'aura d'effet que sur ces secteurs et des personnes très limitées, nous nous trouvons là aussi en présence d'une jurisprudence qui a été bouleversée au fur et à mesure, et dans le mauvais sens. Il y avait ce qu'on considérait dans le temps, ce qu'on appelait des effets cliqués. C'est-à-dire que quand une liberté était actée, eh bien, la liberté était actée. Le Conseil constitutionnel est au fur et à mesure, sans le dire mais en le faisant, revenu sur cette décision en recourant au principe que j'évoquais tout à l'heure à propos du Conseil d'État, c'est-à-dire le principe de est-ce que c'est proportionnalité? Est-ce qu'il y a une proportionnalité? Et là encore, on se trouve confronté au même raisonnement, c'est pour ça que je n'y attendrai pas plus que tout à l'heure, qui conduit à discuter du curseur où on place les libertés. Les libertés ne devraient pas être sujettes à un curseur. Aucune d'entre elles n'est absolue. Simplement, peut-être ne pas être assassinée par l'État. Mais au-delà de ça, aucune n'est absolue. Nous en sommes tous d'accord. Mais partir du principe qu'elles doivent être, que le respect doit être proportionné à d'autres impératifs, c'est inverser les priorités. J'ajoute que, mais j'y reviendrai plus tard. Alors, globalement, on peut tirer de ces quatre axes d'abord un déplacement des normes. L'exception devient la règle. Nous avons dit à la Ligue des droits de l'homme en 1986 que la législation antiterroriste deviendrait le droit commun. Elle est devenue le droit commun. Elle est devenue le droit commun sous forme de bande organisée. Alors, mais une bande organisée, ça commence à 2 personnes. Alors, vous imaginez bien que c'est très facile pour la police de qualifier une affaire en bande organisée. Deuxièmement, en recourant à ce système d'appréciation qui permettrait de savoir si le respect de telle ou telle liberté doit être proportionné à telle ou telle contrainte, eh bien là aussi on inverse la norme, on fait on va presque à déterminer ce que sont les libertés. Il y a un gros problème. Merci. Il faut que Jean-Michel ferme son micro. C'est Jean-Michel qui... Alors qu'on en est à définir au fond comme les libertés deviennent une exception. C'est aussi un double rétrécissement de l'état de droit. D'abord dans sa norme, ça je viens de l'évoquer, je n'y attarderai pas plus, mais aussi dans sa pratique. Et alors, sur ce terrain-là, je dois faire appel à l'expérience de la Ligue, parce que nous n'avons jamais eu autant de contentieux contre l'État et contre les maires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les collectivités publiques, qu'elles soient étatiques
ou territoriales sont dans une situation où elles poussent et elles cherchent à pousser leur pouvoir jusqu'au bout, et même au-delà du bout du bout. Ce qui génère à la fois des contentieux parfois surréalistes, des contentieux qui épuisent l'état de droit. Parce que l'état de droit, ce n'est pas simplement une loi qui est votée, c'est une loi qui est respectée par ceux qui l'appliquent. Lorsque le ministère de l'Intérieur, à propos de la fermeture d'un certain nombre de lieux de culte ou de perquisitions administratives, vous voyez par exemple les perquisitions administratives, transposition de l'état d'urgence dans le droit commun, mais sous forme administrative, explique qu'il n'y avait rien à trouver, mais que c'était un message lancé à telle ou telle mouvance, on est dans, peu importe le fond du débat en l'occurrence, mais on est dans un détournement de pouvoir assumé par le ministère de l'Intérieur et qui ne sera pas sanctionné. Lorsque le procureur de la République de Paris envoie à tous ses substituts et aux policiers une circulaire indiquant que les gardes à vue au moment des manifestations peuvent être prolongés, même s'il n'y a pas de raison de les prolonger, parce que ça évite que les gens reviennent manifester, on est dans le détournement de pouvoir sans sanction par le procureur, contre le procureur de la République de Paris. Lorsque le même procureur de la République de Paris délivre des réquisitions aux forces de l'ordre pour procéder à des contrôles d'identité massifs, je ne parle même pas des manifestations là, mais ceux auxquels on assiste, Gare du Nord, dans un certain nombre de lieux dits sensibles de Paris, qui sont censés être destinés à prévenir la délinquance, et qui en réalité ne permet, au-delà des contrôles que de rechercher des étrangers en situation irrégulière, nous sommes dans un détournement de pouvoir qui ne sera pas sanctionné. Lorsque le maire de Sceaux, pour reprendre un exemple plus récent, prend un arrêté exigeant le port du masque sur sa commune, à une époque où il n'y a pas de masque, etc., il adopte une position qui est hors norme au niveau légal. Là, en l'occurrence, le Conseil d'État le prendra. Mais lorsque, de manière, je dirais, répétée et quasi systématique, un certain nombre de collectivités territoriales, soit conseils généraux, soit municipalités, refusent de prendre en charge les mineurs non accompagnés ou refusent de scolariser des mineurs, nous sommes contraints à la loi. Le tribunal administratif peut les condamner, il empêche qu'ils continuent à le faire. Si l'état de droit, cela veut dire se battre systématiquement devant les tribunaux pour faire appliquer la loi, alors en définitive, on finira par ne plus appliquer la loi. Enfin, c'est un problème de démocratie. C'est un problème de démocratie parce que la formation de la loi est aujourd'hui devenue, au-delà de la sempiternelle, mais très juste critique de, vous savez, un événement, une loi, et cette inflation législative infernale, est largement obérée par le Parlement, qui n'est même plus une chambre d'enregistrement, il suffit de regarder ce qui se passe là actuellement en période de Covid pour se rendre compte que le Parlement, le gouvernement peut très très bien, très facilement s'en passer à coup d'ordonnance, à coup de ressort des diverses dispositions de la Constitution, etc. Ce qui est un vrai problème en termes de démocratie, vous en conviendrez, et ce qui est aussi un problème en d'autres termes, dans un autre domaine exactement, dans d'autres territoires. Ce n'est pas simplement le Parlement qui est dépossédé d'un certain nombre de ses pouvoirs, c'est la perception qu'ont les hommes et les femmes de ce pays des lieux de pouvoir. Je vais en prendre trois exemples, pour bien faire comprendre. Est-ce que l'un d'entre nous, ici, autour de cet écran, est en mesure de dire quels sont les pouvoirs de la police municipale de Paris? Mauvais exemple, il n'y a pas de police municipale.
des agents de sécurité de Paris ou de la police municipale de Courbevoie. Personne n'est en mesure de le dire. Et ce sera encore plus grave dans quelques jours si le Conseil constitutionnel ne censure pas la loi sur la sécurité globale qui transfère un certain nombre de pouvoirs de la police nationale à des polices municipales avec les conséquences que l'on peut imaginer puisque les policiers municipaux entretiennent des rapports naturellement incestueux avec les municipalités qui les ont nommés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui quel est le pouvoir de police de ces gens. Mais plus encore, qui est en mesure de savoir de qui dépend la collecte des ordures à Paris et du traitement des ordures à Paris? Je vous pose la question. C'est un quiz. C'est un truc qui s'appelle le SITCOM, qui est un syndicat. Mais quels sont les pouvoirs de ce syndicat? En tout cas, moi, j'aimerais bien le savoir, parce que je vous assure que l'idiotie de la mairie de Paris n'a pas encore compris qu'il fallait plus de bacs jaunes que de bacs verts, parce que les bacs jaunes, c'est plus volumineux. Donc, j'aimerais bien pouvoir le dire à quelqu'un. Mais là, je ne sais pas où est le lieu de pouvoir qui dit cela. Et de la même manière, et de manière encore plus perverse, c'est le même raisonnement à propos de l'Union européenne. Je dirais de manière plus perverse, parce que les États ont une fâcheuse proportion à se dégager de leur propre responsabilité en disant c'est pas de ma faute, hein, c'est à Bruxelles. Le plus souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas. Et ce qu'ils oublient de dire, c'est que la décision de Bruxelles, c'est eux qui l'ont prise au Conseil des ministres dans leur domaine de compétence. Alors, ces phénomènes s'inscrivent dans une période de temps. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien, ou en tout cas, on peut constater, je pense, d'un commun accord, que plus rien n'est acquis idéologiquement. L'intervention du pouvoir politique depuis l'élection d'Emmanuel Macron sur les droits sociaux, ce n'est pas simplement la traditionnelle lutte entre les salariés et le patronat. C'est une inversion des normes et de la hiérarchie des normes du droit du travail, et donc une invalidation d'un certain nombre de droits sociaux. L'actuelle réforme de la loi sur le séparatisme, la loi sur la confrontation des principes républicains, en fait, sur les séparatismes, touche à la fois à une forme de laïcisation dangereuse de la société, à une restriction de la liberté de culte et à une restriction de la liberté d'association. Et pourtant, nous sommes dans trois domaines fondamentaux de la loi de la République. La loi sur la sécurité globale que j'ai évoquée tout à l'heure aura exactement les mêmes effets. C'est-à-dire que idéologiquement, nous sommes dans un bain extrêmement angoissant, parce que nous sentons bien qu'autour de nous, autour de cela, il y a peu de forces, y compris en termes idéologiques, qui soient en mesure de s'exprimer contre et d'être entendus là-dessus. Alors, bien évidemment, l'histoire nous dira les raisons de cette situation. Alors, des attentats de la mondialisation d'une société complexe, je ne vais en retenir qu'une pour notre réflexion commune. Je ne prétends pas là-dessus être exhaustif. Je me souviens qu'étant tout jeune, j'avais été très impressionné par la catastrophe de Pézat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'était la catastrophe de Pézat dans les rapideries juste au sud de Lyon. Ça avait explosé, il y avait, vous pouvez imaginer. Il est clair que le caractère
d'angoisse qu'a pu provoquer cette catastrophe n'est plus de même nature lorsqu'on est sur des questions comme celle du nucléaire, d'une pollution nucléaire, dont qu'on aura à gérer sur sur des centaines, voire des milliers d'années, avec des domaines, des quantités de morts qui sont potentiellement sans commune mesure avec les catastrophes. Donc, nous nous rendons compte par ailleurs qu'au fur et à mesure où notre société évolue technologiquement, nous percevons, au moins intuitivement, que nous dépendons de plus en plus et que nous sommes de moins en moins autonomes. Qui imagine aujourd'hui fonctionner sans un smartphone? Bientôt, si le passeport sanitaire européen est adopté, ou s'il y a un passeport sanitaire national, que ferons-nous lorsque nous aurons perdu notre smartphone? Que ferons-nous sans Zoom si nous voulons pouvoir continuer à discuter? J'y reviens sur la mondialisation. L'ensemble de ces phénomènes est à prendre en compte comme les manifestations de violence, d'attentats, et au fond, la déshérence idéologique en réponse par rapport à cela. Alors, je vais conclure parce que je me perçois que je suis, comme je le craignais, un peu Fidel Castro, que là-dessus, je vous rassure. Il est clair que la Covid a jeté là-dessus un élément supplémentaire. Et nous voyons un état d'urgence sanitaire que nous allons bientôt avoir dans le droit commun, même si ça a soulevé d'autres problématiques et mis en exergue d'autres problématiques initiales. Est-ce que la question d'inverser la tendance, c'est comment? D'abord, première chose, l'expérience historique montre qu'on n'a jamais modifié, on n'est jamais revenu en arrière sur ces atteintes aux libertés, sauf événement qui va motiver une réaction. Par exemple, l'affaire Boutreau va provoquer telle réaction sur les gardes à vue, on va remettre en cause les gardes à vue, ou alors lorsqu'il s'agira d'un bouleversement, pas nécessairement violent, mais d'un bouleversement comme, encore une fois, les réformes de 81 sont intervenues, parce que l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81 était une forme de bouleversement, sans même évoquer les périodes révolutionnaires. Donc, méfions-nous. Ces dispositions, elles sont passées dans le droit commun et elles resteront tant que nous ne serons pas en mesure d'une forme ou d'une autre de réaction globale et importante. Et puis, dans les réponses que nous pouvons apporter, bien entendu, il y a le respect des principes. Alors, le principe de proportionnalité, le principe de la liberté d'arrêt, un certain nombre de principes que nous avons l'habitude de développer. Et je crois qu'on n'échappe pas à une réflexion sur les autres garde-fous. La Ligue des droits de l'homme, d'abord, un garde-fou qui s'appelle la citoyenneté. Comme vous ne le savez probablement pas, le titre exact de la Ligue des droits de l'homme, c'est Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Parce que nos fondateurs ont considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de garantie des droits de l'homme sans citoyenneté. Cette question de la citoyenneté, qu'est-ce qu'est la citoyenneté en termes sociaux, en termes nationaux, en termes régionaux, voire au-delà? Je pense par exemple à la question de l'élection, du vote des étrangers aux élections municipales. Cela, ce sont des vraies questions, y compris lorsque les mécanismes de la démocratie ne répondent plus aux moyens techniques, aux capacités techniques, ni au niveau d'éducation, ni à la volonté des gens de s'exprimer. Je ne suis pas un contempteur de la démocratie représentative, mais on ne peut plus faire fonctionner de la même manière la démocratie lorsque Jaurès mettait 2 jours pour remonter le Carmot à Paris et que nous sommes dans des rapports temporels qui voisinent les anneaux. Le Danemark ou des trucs comme ça. Et puis je pense, et ce sera mon dernier propos, fondamentalement que nous avons à redéfinir un cadre. Aujourd'hui, nous avons défini un cadre. Nous vivons dans un cadre qui nous concerne,
qui concerne les rapports de l'humain avec l'humain et les sociétés entre elles. Je pense que nous avons à intégrer dans cette nouvelle approche, dans cette définition, de ramener l'humanité à ce qu'elle est, c'est-à-dire une partie d'un tout. Et nous ne pourrons pas, me semble-t-il, concevoir à la fois la protection de nos libertés, la protection de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Je n'ai pas évoqué ici les questions pourtant importantes dans le transhumanisme ou autre, si nous n'y intégrons pas la question de notre présence dans la nature et notre rapport à la nature. Je ne suis pas là en train de parler de « marchez pas sur la pâquerette, vous allez faire mal à la petite fleur ». Je suis en train de parler d'un changement de paradigme. Jusqu'ici, nous étions des êtres, de nos définitions, comme des êtres contre nature, au sens où Descartes nous dit que nous sommes maîtres de la nature. Eh bien, je pense que le paradigme actuel, qui est un paradigme contraint, parce que nous commençons à avoir conscience des catastrophes possibles, mais au moins cela aura cette utilité, c'est de nous contraindre à réfléchir dans le tout et dans la totalité, parce que, y compris la question des droits, se pose par rapport à la nature, et nous en dépendons pour une partie, y compris dans nos rapports en notre société. On ne conçoit pas le développement de la même manière dans un pays, entre guillemets, sous-développé, et dans un pays comme la France. Voilà ce que je pouvais vous dire en m'excusant d'avoir été plus long que prévu. Merci beaucoup, Michel Tubiana, pour cet exposé très riche, très fourni, qui nous met à la fois devant une situation qui n'est pas glorieuse et qui nous met aussi devant nos responsabilités, pas faciles à exercer. Je propose, Michel, peut-être que tu participes à la gestion du débat avec moi, ou peut-être que tu gères tout seul, peu importe. Ah non, mais non, on peut le faire à deux, on peut le faire à deux. Voilà. Ce que je vous propose, vous pouvez, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Donc, on peut soit lever la main. Pour lever la main, il faut aller voir dans une petite pastille qui s'appelle Réaction. Hein. Ou alors, vous pouvez aussi poser des questions par le mode conversé, ce qui est tout à fait possible. Au cas où vous posez une question oralement, le mieux, c'est de réactiver quand même votre micro, parce que dans l'ensemble, j'ai coupé la plupart des micros. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup moins de bruit. C'est notre ami Michel Tubiana qui était la cause, mais je pense que ça ne nous a pas empêché de bien comprendre son exposé. D'une certaine façon, ça nous a obligés à être encore plus attentifs et peut-être à mieux l'entendre. Donc maintenant, je vous propose de poser les questions que vous avez envie de poser à notre conférencier de ce soir. À vous. Juste une précision, si on pouvait s'en tenir aux questions orales, parce que j'ai un peu de difficulté à suivre les questions écrites et les questions orales, ça risque de poser... Michel Tubiana, s'il y a des questions écrites, je les poserai oralement. Voilà, donc on peut jouer sur les deux. D'accord. Alors, allez-y. Qui veut poser des questions? Monsieur Ramez Samy. Oui. Posez votre question. Merci pour cet exposé un peu décourageant pour l'avenir. Vous avez parlé d'un changement à travers des bouleversements. Bon. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut attendre de la Cour européenne des droits de l'homme dans ce domaine, pour notre pays, en fait? Alors, il y a aussi Eda Westman qui souhaite intervenir. On peut peut-être prendre ces deux questions déjà. Eda.
Oui, ma question, c'est, en effet, le constat est assez sombre et pessimiste, même si, voilà, on partage, je pense, beaucoup ce constat. Mais est-ce que cette situation, elle n'est pas aussi le fait de la société elle-même? C'est-à-dire, est-ce que peu à peu, les gens ne préfèrent pas la sécurité? Enfin, ils sont, je ne sais pas pourquoi, enfin, si, il y a évidemment le terrorisme, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une préférence pour la sécurité qui, peu à peu, envahit tout et qui fait que on est prêt, bon là pour le Covid ça se comprend, mais qu'on est prêt au fond à lâcher des libertés pour la sécurité contre toutes sortes de maux. Je vais peut-être répondre d'abord à cette question-là. Vous savez quelle est la phrase, je crois, de Benjamin Franklin? Si la sécurité emportait la liberté, vous n'aurez ni la sécurité ni la liberté. Moi, je voudrais en rajouter une autre. Dans les années début du XXe siècle, le ministère Waldeck-Rousseau, qui est le ministère républicain par excellence, c'est le ministère sur les syndicats, sur le divorce, etc. Mais c'est aussi la loi sur la relégation à Cayenne. Il y a d'ailleurs, je ne résiste pas à vous citer, parce que c'est un morceau d'anthologie du débat parlementaire français, un débat entre Waldeck-Rousseau et Clémenceau, qui à l'époque est de gauche, au cours duquel Waldeck-Rousseau justifie les mesures de sécurité par la peur que les pauvres gens ont de la délinquance, etc., etc. Vous regardez la langue en plus, hein, à l'époque, la belle langue en plus, vous regardez le débat, il n'a pas changé par rapport à aujourd'hui, et Clémenceau se lève et lui répond vous avez raison, monsieur le Premier ministre, votre loi est la même pour tous, elle interdit aux riches comme aux pauvres de dormir sous les ponts. Ce débat-là, il est récurrent dans toutes les sociétés. Nous avons trouvé en permanence à la fois ce réflexe de peur des gens, et lorsque, je reprends un propos qui a été tenu au début, lorsque vous disiez le peuple se transforme en foule, c'est un vieux mécanisme, et les gouvernements y ont en permanence recours. Ce qui nous appartient, je pense, d'analyser, c'est plutôt les ressorts de cela. Les ressorts ne sont plus tout à fait, ils ne peuvent pas être les mêmes au début du XXe siècle aujourd'hui. Je dirais que les ressorts sont beaucoup plus complexes, tout simplement parce que nous sommes dans une société plus complexe. Et puis, au début du XXe siècle, au fond, l'équation était nationale. Manifestement, l'équation n'est plus nationale. Elle est au minimum régionale et en réalité bien au-delà. À partir de là, je pense que cette demande de sécurité n'est pas neuve et que, au fond, les gens sont prêts à passer sur cette angoisse si on est capable d'offrir un imaginaire. Force est de constater que l'imaginaire aujourd'hui n'est pas de notre côté, que nous n'avons pas su en construire un nouveau. Souvenez-vous, François Mitterrand est élu en disant clairement qu'il est contre la peine de mort, alors que le peuple français à l'époque est à plus de 60% favorable à la peine de mort. Parce qu'au fond, c'était pas ça qui était dans l'imaginaire des gens en 1980. Voilà, et donc je pense que ça renvoie à notre responsabilité. Vous êtes la troisième personne à dire que j'ai été déprimant. Vous avez tort, la situation est déprimante. En même temps, on ne peut pas laisser faire. Et on ne doit pas laisser faire, parce que si nous laissons faire, demain, cette réunion n'aura pas lieu. Demain, cette réunion n'aura pas lieu. Lorsque vous entendez les discours de certains sur la liberté d'expression dans ce pays, lorsque la Ligue
parce qu'elle conteste un certain nombre de choses, et par exemple la loi sur la confrontation des principes républicains, elle se fait traiter d'islamo-gauchiste, délégitimée avec d'autres sur ce terrain-là. Eh bien, nous sommes dans un processus qui devient extraordinairement inquiétant. La CEDH, c'est quand même merveilleux. Au total, le bilan est là pour le coup globalement positif. Elle a permis de remettre en cause bien des tares nationales. Maintenant, ceci étant dit, la CEDH est tenue par trois limites. La première limite, c'est que même si ces décisions sont censées s'appliquer, de fait, elles dépendent des gouvernements, et uniquement des gouvernements. Et on voit bien par exemple que, alors que l'opposant russe, Novotny, fait l'objet d'une demande expresse de mise en liberté par la CEDH, Poutine et le régime russe s'assoient royalement sur les décisions de la CEDH. Et je crains que ça n'aille qu'en s'amplifiant. La deuxième limite, c'est son mandat. C'est la Convention européenne. Il n'y a par exemple pas de domaine économique et social dans cette convention, et même en termes de liberté publique, elle ne recouvre pas tout. Et la troisième limite, enfin, c'est au fond son acceptabilité. Certaines décisions de la CEDH peuvent paraître parfois contradictoires. C'est-à-dire qu'elle va considérer par exemple qu'en Turquie, je ne parle pas de la Turquie d'Erdogan, mais de la Turquie d'avant, lorsque le gouvernement kémaliste interdit le voile à l'université, la Turquie est légitime à le faire. Elle ne rendra pas la même décision à propos d'un pays d'Europe occidentale. C'est-à-dire qu'il y a la question de la marge de manœuvre qu'ont les États. Alors, ce n'est pas inutile, parce qu'effectivement, toutes les situations ne sont pas les mêmes. Mais parfois, ça pose de sérieux problèmes. Ça pose de sérieux problèmes quand la Cour européenne valide le délit de blasphème en Grande-Bretagne. Ça pose un sérieux problème lorsque la Cour européenne dénie sa compétence à apprécier les atteintes à l'IVG au prétexte que ça relève uniquement de la garantie des États. Voilà, donc je pense qu'on peut faire mieux, et c'est déjà beaucoup. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, moi j'aurais une question. Vous avez parlé des... Qui parle? C'est Myriam Guillot. D'accord, pardon. Oui, bonjour. Oui, vous avez évoqué le cas des femmes qui sont parties en Syrie et en Irak et qui se retrouvent actuellement dans des camps de prisonniers dans des conditions très dramatiques. Macron veut agir au cas par cas. Et je voulais parler d'une femme justement qui a des enfants et dont la mère est ici et qui se trouve avec, maintenant, elle a des problèmes de santé très, très, très graves, notamment un début de cancer, etc. Et donc, je voulais savoir, en fonction des droits de l'homme et des droits européens, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour favoriser le retour de cette femme en particulier. Je note la question. Autre question peut-être, ou alors Michel Tubiana peut répondre déjà à celle-là. Écoutez, nous sommes au courant de ce cas, qui fait l'objet d'ailleurs d'articles de presse. Nous allons finir par être le seul pays à ne pas appliquer le droit. La Belgique vient de changer sa position, d'autres pays ont changé. Et même si je n'ignore pas le poids de l'opinion publique, en fait, la question qui se pose, c'est que on considère, c'est pas du cas par cas que fait le gouvernement. Le gouvernement a de fait considéré que si les mères ne lâchaient pas les enfants,
ou si les enfants n'étaient pas de fait déjà orphelins, eh ben, on ne les rapatriait pas. Voilà. Le tout pour ne pas avoir à juger ces femmes. Alors les arguments qui sont employés sont assez surréalistes. Ils sont surréalistes parce qu'ils consistent d'abord à nous dire que si est l'endroit où elles sont, il y a une justice. Or, même si les forces démocratiques avec lesquelles nous sommes alliés sont fréquentables, c'est pas un État, ça n'a pas d'appareil judiciaire, etc. Et nous nous trouvons donc dans la situation où il y a une violation manifeste, nous semble-t-il, de la Cour européenne. Nous attendons que la Cour européenne, qui pour le coup prend son temps, c'est pas un hasard, le statut. Et puis, vous avez peut-être vu que le président de la République a fait l'objet d'une plainte à la Cour pénale internationale sur ces mêmes fondements. Je doute de la recevabilité de cette plainte. Ça, c'est pour des raisons juridiques. Je pense que seule une campagne d'opinion, une campagne ferme, pourra faire changer les choses. Sinon, nous aurons des enfants morts dans les camps irakiens sous la responsabilité de l'actuel président de la République. Mais vous savez, j'évoquais tout à l'heure cette question de l'état de droit. Je vais raconter l'anecdote, qui n'est pas une anecdote pour la personne concernée, mais un opposant tchétchène. Il vient d'être envoyé. Il vient d'être renvoyé, mais il faut savoir dans quelles conditions. Il y a déjà un renvoi, c'est un vrai scandale. Mais dans quelles conditions? C'est-à-dire que cet homme fait l'objet d'un statut de réfugié, si je me demande, en Allemagne. Il vient en France. On l'aurait expédié, on cherche à le expédier en Allemagne. La Cour européenne dit il est hors de propos de leur expédier en Russie. Donc on le remet en liberté. On le réarrête 2 jours après, comme par hasard, et là, sans qu'il ait le temps de former son recours, on l'a expédié en Russie. Nous sommes dans une violation délibérée de l'état de droit. Et ça a de plus en plus tendance à se répéter. D'autant qu'on sait, j'ajouterais qu'il a été enlevé par les hommes du dictateur de Tchétchénie depuis. Qu'on n'a pas de ces nouvelles et que voilà. Alors, cela dit, ça s'est produit une fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec Fabius. Les services de police, avec beaucoup de diligence, avaient renvoyé 2 Irakiens, 2 opposants irakiens en Irak. Mais à l'époque, nous avions de très bons rapports avec l'Irak, qui nous les a aimablement restitués. Voilà. D'autres questions? Merci à Michel Tubiana déjà pour ses réponses. D'autres questions, s'il vous plaît? Vous pouvez lever la main, poser les questions. Ah, non, oui. Michel, c'était... Oui, je lève la main. Ah, parce que tu applaudis, alors je ne savais pas. Ah non, pardon, Michel, à toi. Je me suis trompé d'icône, je suis désolé, je ne suis pas encore le maître des icônes, mais je voulais signaler un phénomène qui est peut-être moins dramatique, mais beaucoup plus insidieux, sur les fichiers de gendarmerie, police, etc., plus ou moins liés au terrorisme, ou si vous passez à 10 mètres d'un terroriste, vous risquez d'être fiché. Le sujet, c'est que j'ai eu quelques exemples autour de moi de sociétés privées qui ont eu accès à ces fichiers. Et des gens qui ont été relaxés de tout problème et qui donc n'ont rien d'inscrit sur leur casier judiciaire, je crois que c'est le volet 3, hein, et le 2 a fortiori, eh bien, se trouvent finalement embauchés puis pas embauchés, etc., tout simplement parce que leur employeur a eu accès à un certain nombre de fichiers complémentaires. Alors, ce n'est pas aussi dramatique que les gens qu'on renvoie de Tchétchénie, mais c'est beaucoup plus fréquent et malheureusement, pour certaines personnes, c'est aussi très gênant. Il y a un certain nombre de contentieux, en général gagnés d'ailleurs par les personnes, sur les refus d'habilitation sur des secteurs sensibles, transport ou autres, proposés par le préfet,
Parce que en plus, ces fichiers sont mal tenus et on va confondre un frère avec l'autre, etc., etc. Voilà, c'est une réalité dont on est quotidiennement saisi à la Ligue. Je vois que j'ai une question dans le chat. Oui, c'est possible, je ne l'ai pas vu. C'est Denis, mais je ne vois pas. Oui, alors, attends, je vais vous la lire. C'est pas vraiment. Est-ce que c'est une question ou un commentaire? Non, 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 c'est une question. Donc, notre pays a beaucoup changé depuis 30 ans. Toutes ces lois ont été pour la plupart faites pour lutter contre le terrorisme, qui a beaucoup influé sur nos libertés et nos valeurs républicaines. Que faudrait-il faire pour lutter contre le terrorisme et garder notre liberté? Est-ce possible et comment? C'était un peu ce que vous disiez sur la réversibilité et d'autres choses, mais je crois que la question est fondamentale. Merci, Michel. Je crois que, d'abord, l'expérience montre, et c'est l'expérience historique, parce que c'est une réalité incontournable, que le piège que nous tend le terrorisme, c'est de détruire notre démocratie nous-mêmes. C'est pas qu'eux détruisent la démocratie, c'est que nos réactions détruisent la démocratie. Alors, c'est pas simplement au travers de lois liberticides. Ça peut être par la stigmatisation d'une population. C'est bien, me semble-t-il, le sens de la loi sur les principes républicains ou le discours public. Je vous rappelle qu'un homme politique comme Brice Hortefeux a échappé à une condamnation parce que, alors qu'il avait déclaré que, en parlant d'un arabe, en disant le problème, c'est que ça va, c'est quand ils sont plusieurs qu'il y a un problème. Et que le discours public sombre dans ce type voilà. Je me souviens que nous avions ouvertement critiqué un livre d'un type qui s'appelait Jean-Claude Barrot, qui avait été conseiller du président de la République, puis président de l'Office des migrations, et qui avait pondu le premier ancien prêtre des Troquets, il avait été prêtre des Loubards, et qui avait indiqué que, commis un livre pour dire que l'islam n'était pas soluble dans la République, alors qu'il était à ce moment-là le président de l'Office des migrations. Nous avions ouvertement protesté à l'époque contre lui et contre la confusion, et il avait été démis de ses fonctions. Et si vous relisez ce livre aujourd'hui, c'est comme la loi sécurité-liberté de M. Caput. C'est du chat par rapport à l'ensemble des discours publics que nous entendons dans ce domaine. Alors, je crois que